Bonjour Louis, bonjour à tous nos amis téléspectateurs de Millésime. Intéressant, hein? Bordeaux? On est dans les graves, oui. Et pas dans n'importe quelle grave, dans les graves de Pessac-Léognan, dans les grands crus. Malartic-la-Gravière. Alors moi qui suis un peu chauvin, chacun le sait, j'ai envie de dire on est chez nous là. Oui, bien sûr, ce sont un couple de Belges, les Bonny, qui ont racheté cette propriété. Une propriété superbe. Moi j'ai eu un coup de cœur, je crois que les Bonny aussi ont eu un coup de cœur pour ce terroir. Quand vous voyez cette croupe de grave qui surplombe la propriété, c'est impressionnant. On parle du paysage là. Bien sûr. Et je crois que vraiment, je comprends qu'ils ont eu un coup de cœur. Alors ils ont eu un coup de cœur, mais ça leur a coûté un peu de sous quand même. Hein? Je crois aussi, oui. Honnêtement, c'est peut-être pas très rentable. Ils auraient peut-être préféré investir dans autre chose que le vin. Mais je crois ce sont des gens passionnés. Et puis quand on aime, on compte pas, hein, Guy. Reportage. Le château Malartic-la-Gravière, un grand cru classé de grave où le calme et la sérénité ont momentanément fait place à ceux-ci. Depuis un an qu'ils ont acheté ce haut lieu du Bordelais, les Belges Alfred et Michel Bonny ont décidé d'entreprendre d'importants travaux de rénovation, ou plus exactement de reconstruction. De lourds investissements appelés par le terroir lui-même, qui mérite qu'on lui offre le meilleur. Les anciens chais datent de plus de 100 ans, étaient devenus un peu petits, donc il était absolument indispensable de les agrandir. Et au lieu de reconstruire quelque chose à côté de l'existant, on s'est rendu compte qu'il valait mieux reconstruire carrément le cuvier, les chais à barrique et les chais à bouteille. Ce sera vraiment sensible dans la qualité du vin? Alors dans la qualité du vin, le travail qu'on va pouvoir faire dans les nouveaux chais sera beaucoup plus détaillé, puisqu'on va faire une vinification parcelle par parcelle, donc on aura des cuves beaucoup plus petites, ce qui permettra d'être plus fin dans les assemblages. Ce qui fera donc la finesse et la qualité des prochains millésimes de Malartic-la-Gravière, ce sont des techniques de vinification dernier cri au service d'un terroir que la nature a forgé au fil du temps. C'est à Bordeaux la seule appellation qui porte le nom de son sol. Et comme vous pouvez le voir, donc, ce nom de grave vient du mot gravier. Gravier que vous pouvez voir nettement, c'est du gravier comme on peut trouver dans les lits des rivières naturellement. Et donc c'est à la longue, certainement la Garonne qui nous a amené tous ces dépôts de graves. Et c'est là donc le nom de ce sol unique, disons, à Bordeaux. L'eau a donc forgé le terroir et depuis bien plus longtemps qu'on pourrait le penser, découverte. On trouve des trésors aquatiques dans vos terres? Oui, c'est une des particularités de ce sol, c'est que là on est donc en pleine construction et on a trouvé des coquillages. Lorsqu'on a creusé, on a trouvé des veines dans lesquelles il y avait des coquillages qui datent du tertiaire, donc de 30 millions d'années, comme ceux-ci par exemple, qui sont nettoyés, et qu'on ne retrouve plus dans les mers froides, qu'on ne trouve que dans les mers chaudes. Donc c'est en fait la preuve que cette région a été recouverte par une mer chaude il y a donc des dizaines de millions d'années. Intéressant assurément, mais puisque l'eau ne recouvre plus les graves, on se souciera uniquement d'un autre liquide, le vin. Et c'est dans l'optique également d'en tirer le meilleur que les Bonny ont élargi leur vignoble en ajoutant une nouvelle parcelle de 8 hectares au 21, déjà plantée. Un nouvel investissement bien pesé, basé sur de nombreuses analyses de la nouvelle parcelle. Conclusion, elle est particulièrement propice au merlot, mais comment peut-on planter de nouvelles vignes alors qu'on sait que les vignobles bordelais ne peuvent plus s'étendre? Pour replanter, on est obligé d'acheter des droits de plantation. C'est-à-dire qu'on rachète des hectares déjà plantés, dans la même appellation de préférence. On arrache les vignes sur ces hectares rachetés pour les replanter sur un terrain qui est un terroir supérieur. C'est ce qui permet donc d'agrandir une propriété. On n'agrandit pas le vignoble en soi, mais on change de place.
Tous les éléments sont donc réunis pour qu'Alfred Bonny puisse réaliser son rêve, un rêve de château qui hante son esprit et son imagination depuis très très longtemps. Ça date sans doute du temps où petit garçon, âgé de 6 ou 7 ans, je descendais régulièrement avec mon père dans sa cave. Comme vous savez, en Belgique, il y a des caves exceptionnelles. Et lui, il en avait une très belle cave. Et je descendais donc régulièrement avec lui dans sa cave. Et je l'aidais, je lui tendais les bouteilles quand de nouvelles caisses arrivaient. Je l'aidais à les ranger dans les casiers. Et lui, pendant ce temps-là, m'expliquait un peu, m'expliquait ce que c'était un Grave, un Saint-Émilion ou un Médoc, un Saint-Estèphe, enfin les différentes choses. Depuis l'enfant a grandi, il est devenu un homme d'affaires, des affaires qui lui ont permis de concrétiser son rêve. Il est conscient de la chance qu'il a de pouvoir acquérir un domaine où tous les éléments sont réunis pour faire un grand vin. Alfred y a donné son impulsion et pourtant, en achetant le château Malartic-la-Gravière, il a abandonné une notion qui a fait son succès dans les affaires, la notion de rentabilité de l'investissement. Lorsqu'on l'achète, on ne pense pas à investissement. Si on pensait à investissement, si on comparait entre divers autres produits, on n'achèterait jamais un vignoble. Donc ce qui pousse quelqu'un à acheter un vignoble, c'est la passion, c'est le désir de s'en occuper pleinement. Cette passion, Alfred la partage avec son épouse Michel. Toujours à ses côtés depuis de nombreuses années, elle a, elle aussi, vécu l'achat de la propriété avec beaucoup d'émotion. Mais alors qu'Alfred recherchait la perfection des chais, l'attention de Michel s'est plutôt portée sur le château. Je tenais beaucoup à ce qu'on s'occupe non seulement des chais, mais aussi du château, de manière à ce qu'on puisse essayer de mener les deux parties, les deux réalisations ensemble. Et mon mari a accepté, j'en suis ravie. Et j'espère que le château pourra se terminer comme prévu 3-4 mois après les chais. La construction va bon train, les Bonny attendent de voir le projet terminé. Le vin sera sans doute à la hauteur de leurs espérances, d'autant que la base qu'ils ont acquise est déjà de grande qualité. Dégustation. Bruno, qu'est-ce que tu nous as présenté comme dégustation? Ça, c'est un Malartic-la-Gravière blanc, 1995. Super bonnet. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses? C'est Ce sont agrumes, oui. Agrumes, pamplemousse. exotique un peu aussi. Exotique, coin, fruits blancs plutôt. Mhm. Alors j'attends la question. C'est le cépage. évidemment. C'est du Sauvignon pur. Pur, oui. Bon, c'est vrai, à Malartic, c'est la Étonnant, tradition. hein. Mais je dirais que le plus important, c'est quand même le terroir. À Malartic, le Sauvignon se plaît bien, mais il se plaît parce qu'il y a un grand terroir. Et je dirais que les discussions sémillon, Sauvignon sont secondaires par rapport au terroir. Et le rouge? Alors on va goûter le rouge. Ça, c'est un Malartic-la-Gravière. Quel rouge, millésime? 1993. Ah, qui est une année moyenne, disons. On ne peut pas dire que c'est une grande année. C'est pas une petite année, c'est une année moyenne, difficile. Ouais. Et c'est vrai que moi, je suis content. Quel est l'encépagement de... C'est plus traditionnel. Là, on a 50% de Cabernet Sauvignon, 25% de Cabernet Franc et 25% de Merlot. Le Merlot donne bien ici, oui? Alors, le Merlot se plaît, oui, c'est vrai, mais je crois que le cépage roi de ce terroir, c'est quand même le Cabernet Sauvignon. D'ici aux prochaines vendanges, les nouveaux chais seront terminés. Le chantier valait bien la qualité que le vin risque fort de nous donner. Ce qui est formidable avec le vin, c'est que tous les sens interviennent dans la dégustation. Le vin se hume et il se mire aussi. Nous allons en parler avec Louis dans un instant. Vous ne m'avez pas signé mon journal de classe, Louis, mais je crois que je suis un élève appliqué. Donc la nappe blanche pour bien voir le vin, le verre resserré pour bien le sentir, et quelques autres choses que vous nous avez apprises les semaines précédentes. On est dans le rouge, là, les yeux grands ouverts. Bien sûr, on va regarder l'aspect visuel du vin aujourd'hui. On va d'abord servir le vin en carafe, parce qu'on se laisse souvent influencer par l'étiquette. Il vaut mieux qu'on ne connaisse pas la nature du vin. On sert un verre pas trop rempli. Un tiers, c'est parfait. Pas au-dessus de la moitié. Et puis on le regarde, bien sûr. On regarde le disque qui est la surface du vin. On voit s'il est clair,
brillant, s'il n'est pas mat. On regarde aussi l'intensité de la couleur. Généralement, quand la couleur est assez intense, ça veut dire que le vin est corpulent, qu'il y a de la matière. Puis, en le tournant un peu, on regarde s'il y a des jambes. Alors les jambes, c'est simplement, ce n'est pas la glycérol comme on le croit, c'est simplement l'évaporation de l'eau et de l'alcool qui se dégage tout doucement et qui donne sur les parois du verre. Oui. Et puis on regarde la couleur, Guy. Parce que la couleur est très très importante, ça nous donne tout de suite un petit peu l'âge du vin. Alors quand les couleurs sont rouges, très intenses avec du violet, ce sont des vins très jeunes, comme les Beaujolais primeurs, il y a un peu de bleu et de violet. Puis quand la couleur s'estompe, ça devient un peu grenat, le vin devient un peu plus mature, il a quelques années. Et puis quand on regarde bien sur les bords du vin, apparaissent parfois des couleurs tuilées, un peu brunâtres. Ça veut dire un vin qui est déjà un peu plus vieux. Et on peut déjà généralement donner l'âge au vin, rien que par la couleur. Bien, merci de nous avoir dit tout ça. Nous allons continuer à être pédagogiques d'une certaine manière en nous intéressant à la taille. La vigne, nous disait un vigneron, est une liane indocile, il faut la dompter, la domestiquer, mais il faut aussi l'avoir taillée en hiver avec des doigts engourdis par le froid pour apprécier pleinement le vin. La taille consiste donc à supprimer des rameaux de la vigne afin de régulariser sa croissance et de laisser un nombre de bourgeons compatibles avec la vigueur de la souche et surtout compatibles avec le rendement à atteindre. Cette taille est réglementée dans les vignobles de qualité comme ceux des appellations d'origine contrôlée. Le rendement est exprimé en kilogrammes de raisin ou en hectolitres de vin par hectare. Trop de grappes par pied de vigne donne des vins légers et dilués. Un rendement faible ou bien contrôlé est signe de meilleure concentration et de qualité d'un vin. La taille est donc directement liée au résultat final. Elle conditionne bien plus qu'on ne pourrait le penser le breuvage que vous retrouverez dans votre verre. Voilà, nous allons quitter le Bordelais la semaine prochaine. À regret. À regret, mais pas tout à fait à regret, puisqu'on sait qu'on y reviendra, effectivement. Ce n'est pas la matière, ni les vins qui ont de la matière qui manquent. La semaine prochaine, c'est le... Le retour en Champagne. Ouais. Et là, on va avoir une cave coopérative qui est vraiment exceptionnelle, qui fait de très belles choses dans la Côte des Blancs. Parce qu'on a parlé des grands champagnes, des grandes définitions, des grandes catégories. Et puis, on va voir qu'il y a une autre manière de produire du champagne. On croit par ça que les caves coopératives font de la qualité un peu moins bonne, mais c'est vraiment pas le cas. Eh bien, nous nous engageons à vous le prouver la semaine prochaine. Au revoir et merci.